On est de retour et bonne nouvelle, l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu le foot, l'Olympique Lyonnais n'est plus dernier de Ligue 1, c'est la fiesta, bravo, on applaudit très bien l'Olympique Lyonnais. Une belle soirée avec ce nul 0-0 entre Le Havre et l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, un résultat qui est qu'on qualifiera de pas top. Le son, ça va là, c'est bon, ça marche. C'est bon, merci. Merci pour ceux qui sont sur YouTube. N'oubliez pas de lâcher les pouces, les commentaires comme d'habitude. On est bientôt à la barre des 8000, donc voilà, merci à vous. Arrêtez de faire des blagues sur le fait qu'il n'y a pas de son, c'est pas drôle. On continue. Du coup, oui, match nul entre l'Olympique Lyonnais et le Havre, vous m'avez perturbé. Maison d'Alitri, oui, effectivement, numéro 1 du sommeil. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'était quand même pas ouf comme match. Ça s'est un petit peu emballé dans les derniers quarts d'heure, on va dire. Mais globalement, c'était un petit peu tristounet. Comme je l'ai mis dans le titre, on n'est pas très fort au foot, mais on est quand même un petit peu moins nul. Alors le constat de base de ce match, et on va faire le débrief ensemble, c'est qu'il est, pour une fois, depuis pas mal de temps, c'est un match où l'OL peut avoir des regrets. Et au stade où on est l'Olympique Lyonnais, c'est déjà pas mal d'avoir des regrets. Parce que quand on a des regrets, ça veut dire qu'il aurait pu se passer quelque chose et que l'OL était plus proche d'une victoire que d'une défaite. Oui, Tommy Lucky, ce n'est que Le Havre. Oui, Le Havre est un promu. Oui, c'est une équipe relativement pas ouf, c'est vrai. Mais je vous rappelle, à toutes fins utiles, que l'Olympique Lyonnais a perdu 3 fois déjà dans cette saison, en 4 matchs. Et que donc, oui, on va se satisfaire, peut-être pas, mais se contenter de ce match nul en attendant la suite. Et c'est déjà pas plus mal. Point positif, on a des regrets. Exactement, point positif, on a quelques regrets. Parce que vous allez voir que c'est pas non plus tout rose. Je vais vous montrer immédiatement si ça fonctionne. Oui, les stats de la rencontre pour vous montrer que l'Olympique Lyonnais a quand même dominé cette rencontre. De long et en large, 58% de possession, 23 tirs à 7 tirs cadrés pour l'OL, aucun du côté du Havre. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'Olympique Lyonnais a été outrageusement dominateur, puisque les grosses occasions de ce match, elles sont à mettre pour le crédit du Havre, parce que vous voyez, aucun tir cadré, mais quand même plus de 1 expected goals côté Le Havre, des énormes occasions manquées à l'image de cette frappe de Grand Cyr tout seul devant le but, qui nous a fait un peu un remake de Raheem Sterling d'il y a 3 ans, donc attention non plus à pas trop se satisfaire du fait que l'OL n'a pas été trop mis en danger, mais il faut être un petit peu honnête par rapport à ça, et dire que l'Olympique Lyonnais n'a pas été si nul que ça. Et encore une fois, je vous invite à appuyer sur le bouton rewind et vous rappeler du match contre le Paris Saint-Germain, de vous rappeler du match contre Montpellier et même du match contre Nice, où l'OL avait arraché son premier point de la saison, où il n'y avait rien, hein. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un match qui est pas bon, mais qui n'est pas catastrophique et qui est par-dessus tout frustrant. On a eu beaucoup de joueurs qui ont été frustrants, beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au niveau, on va en parler juste après, mais beaucoup de joueurs qui auraient pu, beaucoup d'opportunités qui auraient dû, et beaucoup de moments où honnêtement, moi je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce qu'un jour, dans ce sport à la con, on va avoir un bout de chatte, on va avoir un centre un peu dévié, un cafouillage? J'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais, même dans les situations où il y a du cafouillage, ça va jamais dans le bon sens. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas chaté, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas marqué dans le jeu depuis le but de Nicolas Tagliafico contre Strasbourg. L'autre but, c'était un penalty de Tolisso. Donc tout n'est pas réglé, bien évidemment, très loin de là, mais les bases sont posées pour que Fabio Grosso puisse prendre la suite. Je vous dis pas que c'est un grand motif d'espoir, mais je vous dis que c'était quand même un petit peu moins catastrophique. Je préfère, moi, à titre personnel, avoir envie de me fracasser la tête contre le mur parce que le ballon veut pas aller au fond, plutôt que de me fracasser la tête contre le mur parce que chaque ballon qui part dans le dos des défenseurs, c'est une occasion de but adverse. Donc satisfaisons-nous des petites choses. La première petite chose, c'est une relative solidité défensive pendant la plupart de la rencontre. Quasiment rien à se mettre sous la dent pour Anthony Lopez pendant toute la première période. Une défense centrale un petit peu expérimentale avec Clinton Mata et Signali Diomandé qui n'a pas été si catastrophique que ça. Alors après, oui, le jaune de Koumbedi, oui, le Tagliafico qui était un peu fatigué, et quand même un Paula Coucou qui était plutôt rassurant, on en parlera un petit peu après. Les recrues montent du service, oui, c'est des motifs de satisfaction, voilà. Vous m'avez dit, Charlie, tu passes ton temps à râler, t'es complètement dépressif, et en plus tu te déguises en clown et tu te déguises en croque-mort. Là, ce soir, j'ai envie de vous dire, c'est quoi l'objectif de l'Olympique Lyonnais après ce soir? C'est de poser des bases relativement pas catastrophiques pour notre ami Fabio Grosso, qui avait pas l'air très rassuré, hein. Vous avez peut-être vu sa tête en tribune, il était comme ça, Fabio Grosso. Donc on va espérer pour lui qu'il va pouvoir prendre en main cette équipe et faire quelque chose avec.
qui en a marre de Cherki. On va en parler après, vous connaissez la recette à force, on va débriefer le match, ensuite on va faire les notes, ensuite on fera le Jurigno, et après on fera un tout petit point Ligue 1. Je vous rappelle que le débrief Ligue 1 n'aura pas lieu ce soir, le débrief Ligue 1 est décalé à peut-être demain, peut-être pas, parce que je vous avoue que j'étais débordé ce week-end, donc j'ai pas du tout eu le temps de regarder tous les matchs, il faut que je rattrape, et demain j'ai une grosse journée puisque je vais à Lyon, donc voilà. Grosso aura les couilles de mettre Tolisso sur le banc. On va en parler tous ensemble de tout ça, ne soyez pas trop pressés, on va reprendre le fil de ce match, avec donc une composition de départ côté Olympique Lyonnais, toujours en 4-3-3, toujours avec Cherki sur l'aile, même s'il a beaucoup dézonné, il a beaucoup permuté avec Ernest Nuama, qui avait commencé à gauche et qui a vite basculé à droite. Puis on a vu beaucoup d'échanges entre Cherki et Nuama. On avait Paul Akokou, dont on n'attendait vraiment pas grand-chose, et qui finalement a livré une prestation plutôt honnête dans ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire un vrai pur 6 qui récupère les ballons et qui n'en fait pas grand-chose derrière, mais Paul Akokou était plutôt rassurant là-dessus. Une défense centrale toujours expérimentale, puisque Dejan Lovren n'est pas prêt, et que Kaleta Tsar a une alerte qu'il a fait sortir de la feuille de match. Donc une défense centrale Diomandé, Clinton Mata qui n'a pas été si horrible que ça. Voilà, toujours ce Maxence Cacré dans une position de meneur de jeu avancé, et on va en parler parce que ça va peut-être être le gros sujet, c'est le niveau de Maxence Cacré. Est-ce que c'est dû à un niveau intrinsèque ou est-ce que c'est vraiment qu'il n'est pas fait pour jouer dans ce rôle de meneur de jeu avancé? On se calme sur les insultes dans le chat, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des animaux, on est des grandes personnes, on peut dire les choses sans insulter les joueurs et sans insulter son prochain, s'il vous plaît. Et ça marche d'ailleurs sur les commentaires YouTube. Du côté du Havre, parce qu'on va quand même parler un petit peu du Havre, c'était une défense à 4 derrière, j'ai eu l'impression, avec un milieu Keshta, Touré, Kouzaïev, et une attaque avec Mohamed Bayo, Casimir et Alioui. C'était moyen quand même, le Havre. Pas grand chose d'intéressant pour cette équipe. C'est marrant parce qu'il y a eu des matchs qui étaient très intéressants pour le Havre. Là, ils n'ont pas su faire grand chose avec le ballon. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. On le sait que le Havre a un effectif assez limité. Ils n'ont pas été très dangereux aujourd'hui. Ils terminent quand même avec plus d'un expected goals. Et je vais éternuer, ça faisait longtemps parce que c'est la fin de l'été. Pardon. Voilà. Même en deuxième mi-temps, c'est pas bon Cacré. Alors, Cacré. Vous voulez ouvrir le dossier Cacré tout de suite? On peut ouvrir le dossier Cacré tout de suite. Le problème de Cacré. Cacré, ça fait 6 mois qu'il joue dans un rôle qui n'est pas le sien. Alors attention, vous allez me dire, oui, mais il est nul. Oui, c'est vrai que Cacré n'est pas au niveau. Je continue de penser que Maxence Cacré n'est absolument pas fait pour jouer aussi haut sur le terrain. On l'a vu dans pas mal de situations où c'est lui qui doit orienter le jeu avec des contre-attaques partout, notamment cette fameuse séquence à 4 contre 3 qui finit en eau de boudin. Je pense que Cacré n'a rien à foutre à cette place-là sur le terrain. À la place où est Cacré, ça doit être Cherki ou El Arouche. Mais un mec comme Cacré n'est pas fait pour aller faire ces choses-là. Cacré, ça a été un petit peu mieux en début de seconde période, et ça a été un petit peu mieux à partir du moment où on est passé à 4 devant, avec lui à côté d'Akokou. Akokou est le profil parfait pour ratisser et laisser Cacré orienter le jeu derrière. Attendez 2 secondes, je vais me moucher. Deuxième mi-temps très bonne. Mais oui, parce que deuxième mi-temps, il a reculé, et à partir du moment où il a reculé, il a récupéré beaucoup de ballons de Cacré. Il y a toujours ce problème avec Cacré d'utilisation du ballon, mais c'est beaucoup moins problématique quand il est bas sur le terrain que quand il est haut et qu'il doit être à la dernière passe ou qu'il doit être à la percussion. Donc je comprends pas, et je comprends toujours pas, et je dois être con parce que je suis pas entraîneur de foot, j'ai pas mon brevet, mais je comprends pas qu'on continue, que ce soit Laurent Blanc ou le staff actuel, qui continue à rêver d'un Maxence Cacré aussi haut. Ça n'a pas de sens. Je sais que Will Steele à Reims faisait ça avec Marshall Mounetzi, qui n'est pas numéro 10 à la base, et qu'il le plaçait en numéro 10 pour qu'il soit le premier au pressing. Mais il n'a pas besoin de rester aussi haut sur les phases de transition, Cacré. C'est un problème. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un milieu de terrain avec Paul Akokou, dont on n'attend pas grand-chose à la création, et encore une fois, il a très bien fait le taf dans ce qu'on lui a demandé, il a fait excellent joueur de BTP, Paul Akokou, je sais, il y a des limites, on en parlera après, mais c'est un bon match de Paul Akokou. On attendait de lui qui ratisse le ballon, qui récupère des ballons, qui mette de l'impact, c'est ce qu'il a fait. À côté, vous avez Corentin Tolisso, qui est absolument pas numéro 10, qui est absolument pas milieu, qui peut faire 8-10 de pointe de milieu à 3. Donc vous vous retrouvez par défaut Cacré dans ce rôle-là. Mais c'est pas son rôle non plus. Donc c'est toujours pareil, on se retrouve avec un milieu de 3 joueurs dont aucun n'est capable de créer la fameuse étincelle. Parce que je suis désolé, mais quand vous êtes l'Olympique Lyonnais, vous avez la possession, vous avez des ailiers qui sont virevoltants, vous avez un attaquant qui normalement est un peu plus utile dans le jeu que ça, vous avez besoin dans ce milieu à 3, puisqu'on a décidé qu'on jouerait dans un milieu à 3, d'avoir un milieu que je qualifie moi de milieu créateur d'étincelles. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de créer le fameux décalage, qui est capable de déséquilibrer un bloc et qui est capable à un moment donné de percuter, d'aller créer le bordel. Et Maxence Cacré n'est pas un milieu créateur de bordel. Corentin Tolisso, c'est un bon quarterback,
Alors oui, il y a d'autres défauts, il a du mal au niveau des contrôles, il a du mal physiquement, et en plus il boude, et on en parlera après. Mais moi je pense sincèrement qu'il y a un problème dans l'utilisation de Cacré. Et ce problème dans l'utilisation de Cacré vient déborder sur le niveau global de Cacré parce qu'il n'est pas dans sa zone, donc il n'est pas en confiance, donc il fait n'importe quoi. Donc oui, est-ce que Cacré doit aller sur le banc? Peut-être, je sais pas. Par contre, il doit plus jouer à ce poste-là, c'est une évidence. Le moment où l'OL a commencé à pousser un petit peu, c'est quand, oh bah, méga surprise, Ryan Cherki a rebasculé dans l'axe, et derrière, Cacré est allé un peu derrière. Et là, bizarrement, il y avait un peu plus d'équilibre. Donc, je suis désolé, on n'est pas expert, on n'est pas entraîneur, on est juste des connards qui jouent un football manager et qui gagnent la Ligue des Champions avec des clubs de merde. Mais je suis désolé, là, c'est pas compliqué. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. C'est évident. Donc c'est pas évident pour Laurent Blanc et c'est pas évident pour Jean-François Vuillet, Sonny Anderson et j'ai oublié le nom du troisième. Donc bon, c'est terrible. Toujours encore les mêmes débriefs, Grosso ouvre les yeux. Moi, je nourris un espoir que Grosso voit les évidences. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est quand même là pour constater des évidences. Pourquoi on a acheté Alvero? Je sais pas. Je sais pas, parce que honnêtement, Alvero, moi je le trouve intéressant quand il rentre, et il a un profil atypique, Alvero. Donc il amène de la verticalité, il amène comment expliquer ça? Il amène le Panzerwagen de Sochaux, là, 2m02, il roule sur tout le monde. Il fallait un pivot à Lasvel. Voilà, Alvero il joue jamais. Non, mais Le Penant pas bon. Bon, vous êtes très dur avec Le Penant. Je sais qu'il est pas bon, Le Penant. Vous avez un agenda sur Le Penant. Le Penant il fait son taf. Là il rentre, bon il est pas ouf. Il souffre de la comparaison avec Kakoku, c'est vrai que c'est pas ouf, mais lâchez-lui un peu la grave quand même à Le Penant. C'est bien qu'il soit retourné sur le banc, parce qu'effectivement il était pas au niveau ces derniers mois, mais il a 20 ans, on va le laisser tranquille quand même. Si, je lis, c'est juste qu'il y a beaucoup de messages, je peux pas faire tout en même temps. Si Grosso fait la même, faudra peut-être s'avouer qu'on est nous-mêmes largués en foot. Bah moi je veux bien accepter, merci Théo pour l'abonnement, je veux bien accepter qu'on soit nul en foot à partir du moment où l'Olympique Lyonnais fera des choses qui sont à l'inverse de ce qu'on dit et gagnera des matchs de foot. Parce que pour l'instant c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit des trucs, quand on a quand même vu l'an dernier, le moment où ça a commencé à fonctionner pour l'OL, c'est le moment où c'est passé en 4-2-3-1 avec Cherki dans l'axe. Laurent Blanc, il est revenu de vacances, il a terminé son 18 trous, il est revenu, il nous a remis Cherki sur l'aile, Cacré en 10, 3 défaites en 4 matchs. Vraiment bizarre. Surprise. Donc voilà, pour résumer un petit peu sur Cacré, le problème Cacré, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas fait pour jouer à ce poste de meneur de jeu avancé, et que c'est évident pour tout le monde, c'est évident pour les gens qui l'ont vu jouer en jeune, c'est évident pour les gens qui l'ont vu jouer au Final 8, c'est évident quand on le voit jouer en espoir, enfin, maintenant il n'est plus en espoir, et je comprends toujours pas que les staffs se succèdent et que Cacré continue d'être positionné dans ce rôle-là de meneur de jeu avancé. Ça n'a aucun sens. J'ose espérer que Fabio Grosso ouvrira les yeux, mais peut-être que ça peut vous ouvrir aussi les yeux sur le fait que le problème de l'OL, c'est peut-être pas que le coach, c'est aussi le staff technique qui conseille le coach et qui visiblement avait les mêmes idées de merde que Laurent Blanc. Donc voilà, on a eu des rumeurs de on va envoyer le staff technique à Molenbeek. Bah, je vais vous dire que je serai pas le premier ni le dernier à aller pleurer si jamais ça se passe comme ça. Voilà pour le sujet Cacré. Moreira Poulet, on va parler des entrants après, chaque chose en son temps. Grosso modo, il y a quand même dans ces matchs eu des prémices tactiques. C'est-à-dire encore une fois, on est content de manger un truc fadasse après avoir mangé de la merde. Hein. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un plan de jeu. Est-ce qu'il était abouti? Est-ce qu'il a fonctionné? Non. Mais on a vu deux choses, je trouve. Deux choses, notamment en début de match. On a vu une stratégie qui consistait à isoler l'un des deux ailiers, donc à basculer le jeu sur une aile pour ensuite renverser. On a vu ça souvent en début de match. On voyait Cherki d'un côté qui attirait le porteur de balle pour ensuite balancer sur Nuama de l'autre côté, ou vice-versa. Donc déjà, c'est la base absolue, hein, je veux dire, on n'est pas en train de réinventer le football, mais ça, on voit des petites bases tactiques que Laurent Blanc, visiblement, n'était pas très intéressé à faire. On a vu également les deux milieux de terrain essayer de prendre ce qu'on appelle les demi-espaces, donc après on peut se branler sur la tactique si vous voulez, mais il y avait quand même des prémices d'animation offensive, et rien que ça, waouh, miracle, putain, une animation offensive à l'Olympique Lyonnais. Ça n'a pas porté ses fruits, ça a été un peu laborieux, il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau, on va parler de la Casette, parce que vous m'avez demandé, ouais, quand est-ce qu'on ouvre le dossier à la Casette? Là, il va être temps d'ouvrir le dossier à la Casette, c'est vrai. On parle du hack. Mais arrêtez de dire on parle du hack. Arrêtez. Jusqu'à il y a 2 semaines, l'Olympique Lyonnais n'était pas capable de marquer un seul but absolument n'importe qui. Oui, on parle du Havre. Oui, on parle d'un promu. Oui, le Havre, c'est pas fort. Mais on s'en fout du Havre. On s'en branle. On parle d'animation tactique. Arrêtez de dire oui, mais le Havre, ils sont nuls. Bon, bah à ce moment-là, on fait pas de débrief.
Voilà, oui bah on fait pas de débrief contre les promus. Voilà, écoutez, on enlève la moitié des débriefs puisque la moitié des équipes jouent le maintien et on fait pas de débrief. Voilà, puisque visiblement quand on joue contre les promus, ça veut rien dire. Donc arrêtez d'être un peu nul comme ça là. On s'en fout. Le Havre, c'est une équipe qui est relativement solide, qui est pas non plus au fond du trou comme Clermont. Et je peux vous dire que quand on va jouer Clermont, on va pas faire les cadors non plus. Donc voilà, on joue pas le titre. Faut arrêter de se mettre ça en tête. On vaut pas mieux que le Havre. Le Havre, ils sont devant l'OL au classement. Donc oui, si on gagne contre le Havre, on est super content aujourd'hui. Et le Havre, faut pas leur manquer de respect non plus. C'est facile d'animer contre des promus, mais il y a une base qui n'existait pas jusque-là. Exactement, Najoir. Moi, je trouve qu'il y a un progrès. Un tout petit progrès. Hein. Attention. Et je pense que vous êtes peut-être parfois un petit peu trop la tête dans le guidon à manger du caca et à vous dire ça a pas bon goût, pour vous rendre compte que quand le caca il a un petit peu meilleur goût, de pas savoir reconnaître ça. Rappelez-vous le match contre Strasbourg, vous m'avez tous dit non on est nul à chier, on est catastrophique, c'est nul, c'est catastrophique, et moi je vous disais bah franchement Strasbourg première mi-temps pas dégueulasse. Plutôt pas dégueulasse. Et après, on a eu Montpellier, après, on a eu Nice, et là, vous avez compris, là. Donc, il faut savoir capitaliser sur ce qu'on peut capitaliser. Là, je trouve que c'est pas un match catastrophique de l'OL. C'est un match qui est pas satisfaisant, un match qui est pas abouti, un match avec des individualités qui sont défaillantes, mais c'est un match où l'OL a été relativement solide, relativement cohérent sur le terrain, a eu un certain nombre d'occasions. Alors oui, il y a plein de problèmes de finition, plein de problèmes de dernière passe, plein de problèmes de trous d'air parfois en défense, mais c'est déjà un petit peu moins catastrophique. C'est un peu moins catastrophique. Donc oui, on va se contenter de ça. Oui, on va se contenter de « on n'est pas trop nul ». Aujourd'hui, on en est à ce stade-là. L'Olympique Lyonnais est 16e de Ligue 1. Aujourd'hui, l'OL n'est plus relégable. Bah, je suis désolé, chaque étape, pas à pas, hein. Petit bout par petit bout. Aujourd'hui, l'OL est 16e. Peut-être qu'on va gagner à Brest, même si attention, Brest c'est fort en ce moment. Et si jamais on gagne à Brest, on sera quoi 13e, 12e. Et peut-être qu'après on pourra rêver un petit peu plus grand, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, l'objectif de l'Olympique Lyonnais, c'est de faire en sorte que cette saison, ce soit pas une saison de la peur, c'est de se mettre loin de la zone de relégation, de construire des choses pour la saison prochaine. Et peut-être que si jamais ça commence à fonctionner correctement, peut-être que si ça commence à marcher, peut-être qu'on pourra rêver d'une 7e, d'une 6e, d'une 5e place. Mais pour l'instant, oui, on doit se contenter de ne pas être nul contre un promu. Je suis désolé, c'est comme ça que ça marche, c'est pas moi qui fais les règles. Pourquoi mettre des ballons en hauteur alors que nos attaquants font 1m12 ? Oh bah ça, vous m'en direz des nouvelles de ça. De quoi je voulais parler ? Oui, quand même, la première mi-temps, voilà, on a dit que c'était un peu mieux. C'est vrai, c'était un peu mieux. À la mi-temps, Le Havre avait tiré une fois au but, je crois. Mais un tir un peu merdique. Mais bon, offensivement, c'est pas bon. Offensivement, ça va pas. Pourquoi ça va pas offensivement ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, on va être un peu chauvin, il y a un manque de chatte. Il y a un manque de chatte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où le football veut tourner en faveur de l'Olympique Lyonnais. Alors vous allez me dire, c'est pas que ça, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Oui, Alexandre Lacazette, il fait un match catastrophique, il faut le dire. En plus, il a pris un carton jaune à la 5e minute pour une faute de merde, mais il n'a pas été bon ce soir. Il était mou, pas très mobile, il avait du mal à exister, et c'est un match vraiment calamiteux d'Alexandre Lacazette. On a souffert de son absence, il va falloir que maintenant qu'il est de retour dans le groupe et retour dans l'équipe, il puisse quand même peser un peu plus que ça. Alors moi, je suis toujours pareil avec Lacazette, je suis toujours prêt à lui pardonner des matchs de merde à tel point qu'il nous a aidé l'an dernier et je pense qu'il va encore nous aider cette saison. Mais attention, parce que si Alexandre Lacazette revient pas à son meilleur niveau ou ne pèse plus autant qu'il a pu peser l'an dernier, ça risque d'être une saison compliquée quand même. Hein. Ça va vraiment faire une saison compliquée. Donc oui, aujourd'hui, je comprends pas que Lacazette termine le match. Honnêtement, il y a deux choses que je comprends pas dans le coaching. La première, c'est que Mama Baldé rentre sur l'aile alors qu'il y a des ailiers. Et je pense que Diego Moreira aurait dû rentrer sur l'aile et Mama Baldé en pointe à la place de Lacazette, parce que Lacazette, il finit cramé et il finit pas dans son assiette. Je pense que Mama Baldé aurait dû jouer en pointe, parce que c'est pas un ailier, même s'il peut jouer sur l'aile. Et je pense qu'on a tardé aussi. On a tardé sur les changements. Les changements, ils arrivent tardivement quand même. C'est un match où il faut dynamiter cette équipe du Havre. Elle est dynamitable, cette équipe du Havre. Et on voit bien que l'entrée de Diego Moreira, elle est pas mal. Elle est quand même pas mal du tout. L'entrée de Baldé est pas dégueulasse. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu d'attentisme. Et j'ose espérer que Fabio Grosso en aura un petit peu moins. Merci Mick Théo pour le prime. Les entrants étaient bons. Ouais, Nuama, on va en parler après. Nuama, il manque le déclic, il manque le ketchup. Vous savez, il manque le but qui va ouvrir le compteur et après il y aura le ketchup. Mais Nuama, ça sent le joueur de football, supérieur. Il y a une gestuelle, il y a une prise de balle, il y a une audace dans ce qu'il fait, qui sent le joueur de football supérieur. Et je pense que quand ça va commencer à s'entendre vraiment bien avec Lacazette, avec Cherki, ils vont commencer à se trouver, à savoir où va l'un pendant que l'autre va dans l'autre côté, ça peut devenir très 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 intéressant.
ça va devenir très très intéressant. Nuama, c'est Kader Keita. Bon, ça, c'est passible de ban, Cartodius. Il est électrique. Ouais, c'est ça. Il est virevoltant, je trouve, Nuama. Donc, il va falloir qu'il finisse ses actions, parce qu'il a eu quand même quelques occasions et il n'a pas su les finir encore. Mais il apporte à cette équipe, en tout cas. Et c'est pour ça que moi, je suis pas hyper inquiet par rapport à l'animation offensive de l'OL, parce que ce ne sont que les prémices d'une entente entre des joueurs qui ont du talent. Alors, on verra si Lacazette revient à son meilleur niveau. J'ose espérer que oui. Mais il y a quand même des choses dans cette animation offensive que je trouve positive, c'est-à-dire qu'on a enfin un joueur capable de jouer en 1 contre 1 et de faire peur à l'adversaire. Et même s'il les gagnera pas tous, avoir un joueur comme ça, qui est capable de faire peur à l'adversaire en 1 contre 1, ça libère plein d'espace. Et vous l'avez vu, parce que dès que Nuama prenait le ballon, bon, il s'est bien fait quand même de tenir par Christopher Operi, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, on va espérer que ça se développe, cette entente, qui n'est pas encore aboutie. Mais moi, je pense que Nuama Cherki, ça peut fonctionner. Nuama Cherki Lacazette, ça peut très bien fonctionner. Donc, on va croiser les doigts. Hein. Ça se trouve, ça va bider, on ne sait pas. Hein. Mais on va voir. On va voir. Qu'est-ce que j'ai noté? Quand même, un côté très inoffensif à 25 mètres du but. Et ça, c'est surtout sur les épaules de Ryan Cherki, qui fait... Ryan Cherki, bon, c'est toujours pareil, c'est toujours l'étincelle, c'est toujours sympa de le voir jouer, il est toujours intéressant, mais il y a un problème de fond avec Cherki qui n'est pas nouveau, c'est l'incapacité à faire des stats. Et quand je dis faire des stats, c'est que arrive un moment dans la surface où on a l'impression que c'est plus le même joueur, on a l'impression que Ryan Cherki, c'est un super joueur qui est capable de trouver toutes les étincelles jusqu'à 25 mètres du but, et après ça panique. Ça panique. Et j'ai l'impression que c'est un manque de confiance dans la finition. Il ose pas tirer, il ose pas trouver la dernière passe, et il pêche dans la finition. Donc du coup, c'est pas encore un bon match de Ryan Cherki. Parce qu'un Ryan Cherki comme ça, là, qui est au centre du jeu, qui prend le jeu à son compte, mais qui réussit pas à faire de passe ni de but, c'est pas un bon match de Ryan Cherki. Donc il va falloir qu'il réussisse ça à prendre en calcium, Ryan Cherki, à prendre les bonnes décisions quand il est sous pression, à prendre des bonnes décisions quand il est dans la surface, parce qu'il l'avait fait au début, hein, quand il est arrivé dans l'équipe première. Rappelez-vous le but contre Monaco, quand il était tout jeune, rappelez-vous contre Nantes, le match en Coupe de France, ça commence à faire loin. Il va falloir stater Ryan Cherki, il va falloir, et moi je lui demande juste ça. Maintenant, encore une fois, faut peut-être qu'il soit dans le cœur du jeu comme il l'a été en fin de match, et je trouve qu'il manque pas grand-chose pour que ça se débloque. Il manque pas grand-chose, il manque un peu de confiance. La connexion Cherki à Morera a régalé le peu de temps qu'on a vu. Ouais, moi je suis curieux, on en parlera après. Qu'est-ce que j'ai noté? Akoukou, ouais, faut parler de Paul Akoukou quand même. Parce que j'étais le premier à tirer un peu la gueule quand on a recruté Paul Akoukou, parce que c'était Jean-Louis Gasset qui a passé un coup de fil à Laurent Blanc, on l'a recruté pour faire doudou de Laurent Blanc, et là, surprise, on le voit titulaire. Je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à ce que Paul Akoukou soit titulaire. Et Paul Akoukou, bon, bah c'est un 6 quoi. On lui demande de ratisser le terrain, on lui demande de casser un peu des jambes et d'imposer son physique, et il l'a très bien fait. Alors oui, c'est totalement limité dans l'utilisation du ballon, Paul Akoukou. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on lui demande au final. Si vous me donnez un rempart comme Akoukou pour permettre à Cacré à côté ou à n'importe quel autre milieu d'être un peu plus libéré dans ses prises de balles et dans ce qu'il fait, moi ça me va. Donc peut-être que Paul Akoukou sera la bonne surprise de cette saison, alors qu'on n'en attendait pas grand-chose. Et ça, franchement, pourquoi pas. Donc peut-être que c'est la confirmation ultime que Jean-Louis Gasset est le seul entraîneur potable quand Laurent Blanc est là, puisque visiblement le seul truc positif qu'aura potentiellement ramené Laurent Blanc à l'OL, ce sera un conseil de Jean-Louis Gasset. Akoukou, c'est juste un 6, Cacré ferait mieux l'affaire. Je suis pas sûr, parce que force est de constater que c'est quand même important d'avoir un mec un peu bourrin dans ce poste-là. Si on joue comme ça. Je pense que voilà, il y a ce constat de... Vous voyez, c'est l'exact opposé du constat qu'on a sur Nuama, de joueurs supérieurs. C'est-à-dire, Nuama, il y a une gestuelle, il y a des prises de balles, et il y a de l'audace du futur grand joueur. Et je pense que Nuama va aller très haut. Akoukou, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire qu'Akoukou, vous voyez très bien que c'est un joueur... c'est pas Paul Pogba Prime, mais qui fait le taf. Et que c'est un mec qui a un rôle, une fonction, et que dans cette fonction, ça va. Alors on verra, ça se trouve, c'est comme le Penant, il va s'écrouler dans quelques matchs. Mais ça me dérange pas d'avoir des joueurs comme ça, qui sont au max de leur capacité, et qui donnent tout ce qu'ils ont à donner. On a plein de joueurs qui sont passés par l'OL, qui ont fait carrière pas mal de temps à l'OL, et qui étaient de cette veine-là. Hein. Un mec comme Maxime Gonalon, ça a jamais été Sergio Busquets, mais il faisait son taf, il était là, et il était fiable dans l'absolu. Jordan Ferry, c'était pareil, et c'est des joueurs qui ont rendu des fiers services à l'Olympique Lyonnais. Donc moi, je suis pas contre un mec comme ça. 2 touches de balle quasi à chaque fois, c'est propre quand même. Il a un vrai rôle pivot. Ouais, je suis très curieux de voir ce qu'on va en faire, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet à l'OL qui est qu'est-ce que je vais faire de tous ces milieux? Il y a 1 milliard de milieux. Vous avez Maxence Cacré, Corentin Tolisso,
Paul Akpogwu, Johan Le Penant, Skelly Alvaro, Mohamed Alarouche, et j'en oublie un, je crois. Hensley Maitland-Niles. Donc vous avez 7 milieux de terrain pour 2 postes, 3 postes. Donc il faut voir quels sont les profils qui vont bien aller ensemble et qui va jouer. Et peut-être que Paul Akpogwu, c'est la tour de contrôle qu'il faut pour que le deuxième milieu aille bien. Bonhomme était plus technique que Akpogwu, c'est vite dit. Hein. C'est vite dit. Akpogwu tout l'allant, doser un petit peu quand même. En vrai, c'est le 6 qu'on voulait avec Tapia. C'est ce profil-là qu'on cherchait, ouais. C'est ce profil-là qu'on cherchait. Donc on verra. On verra. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces milieux? Exactement. El Arouche n'a pas le droit de jouer. On va en parler de El Arouche après. Mais on en a déjà un peu parlé. Il y a un autre truc que j'ai noté. Et vous savez de quoi je vais parler parce que c'est ma lubie. C'est ma monomanie. L'OL a eu combien de coups de pied arrêtés aujourd'hui? On va regarder sur les stats là. Combien de coups de pied arrêtés pour l'OL? On a eu 6 corners. 6 corners de l'Olympique Lyonnais. Aucune contre-attaque dangereuse. Peut-être qu'enfin on a compris. Peut-être qu'enfin ils ont compris que quand on avait un corner, il y a eu pas mal de corners qui ont été joués à 2. Mais alors vraiment bravo, exceptionnel. L'Olympique Lyonnais n'a pas concédé de contre-attaque sur corner. Et ça honnêtement, ça mérite des applaudissements. Comme quoi, on peut un peu bosser les choses, hein. C'est même possible. Quand on va juger Tuzeso sur ses fesses et non sur ses perfs, pardon, excusez-moi. On peut juger sur ses fesses également. Ça y est, ils ont bossé la semaine. Le premier jaune de Lacazette, oui, mais bon, en vrai, quand vous regardez le positionnement des joueurs sur le corner qui amène la contre-attaque du Havre, c'est pas si dangereux. Lacazette, il fait une faute bête, mais c'est pas si dangereux. Donc, bizarre, c'est possible, on peut avoir un placement pas scandaleux sur les coups de pied arrêtés, qui permet de ne pas concéder des occasions bêtes. Bizarre quand même. Hein. Lacazette sera suspendu à cause de son jaune, ça va activer son match de sursis. Je suis pas sûr ça. Hein. Je suis pas sûr. La biscotte hebdomadaire de Koumbedi a mis longtemps à venir. Oui, alors je pense qu'on va lancer un prono. On va faire un concours de prono sur la minute du jaune de Koumbedi lors du prochain match, jusqu'à ce qu'il soit suspendu. Donc mettez dans le chat, voilà, mettez la minute. Et celui qui gagne, je sais pas, il gagnera un truc, on verra ce qu'il gagne. Voilà, le Koumbedi Challenge, il faut deviner la minute de son carton jaune lors du prochain match, donc ce sera contre Brest. Donc je vous laisse dans le chat mettre la minute, et lors du prochain débrief, on ira regarder ceux qui ont bien pronostiqué la minute, et ils gagneront probablement toute ma reconnaissance. Voilà, donc je vous laisse un peu bombarder le chat, et on verra après. Qu'est-ce que j'ai noté également? Ouais, les entrants, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des entrants. Les entrants, pas mal quand même, pas mal. Alors, Johan Le Penant, bon, pas mal, c'est vite dit. Je ne l'ai pas trouvé scandaleux, je le trouve très dur avec Johan Le Penant. Il a fait le taf, voilà. Alors, encore une fois, laissez tranquille Johan Le Penant, il va revenir, il va sortir la tête de l'eau et il va revenir à son niveau petit à petit. Laissez-le progresser. Moi, je pense que la bonne idée avec Johan Le Penant, c'est de le prêter cet hiver pour qu'il aille se faire les dents un petit peu ailleurs et qu'il revienne en meilleure forme. Mais laissez-le tranquille, voilà. Il fait son taf, il a trop de pression. Moi, je pense que Le Penant souffre du fait qu'on attende trop de choses de lui. Pas pire que les autres. Maintenant, il y avait 2 autres entrants. D'abord, Mama Baldé. Mama Baldé, il est là pour ça. Il est là pour rentrer en cours de jeu. Et en fait, c'est quand même pas mal de se rendre compte que, pour une fois, et c'est peut-être ça qu'on doit conclure sur le mercato, l'OL a un banc. C'est quand même pas mal le concept d'avoir un banc. On peut sortir du banc des joueurs comme Mama Baldé ou Diego Moreira et qui apportent des choses. Donc ça, c'est quand même pas mal comme concept d'avoir un banc, d'avoir un effectif suffisamment fourni pour que les mecs qui rentrent soient pas une perte sportive. Donc moi, je trouve que les entrants ont été assez intéressants et franchement, je suis presque triste que Diego Moreira soit entré uniquement à la 77e minute parce que je pense que s'il était rentré 15 minutes plus tôt, on aurait peut-être gagné ce match. Parce que l'entrée de Diego Moreira, elle est vachement intéressante. Et je pense qu'on va s'attarder un petit peu plus sur Diego Moreira. Parce que Diego Moreira, quand il est arrivé à Lyon, moi le premier, on était là genre « Ah, bon, 2,8 millions pour un prêt payant d'un joueur de 19 ans qui a bidé à Benfica et qui est arrivé libre à Chelsea, ça semblait un peu cher payé, ça semblait un peu une arnaque. » Bon, on a regardé, on s'est renseigné, on a vu le compte TikTok de Diego Moreira, on s'est dit « Oula, ça a l'air d'être un joyeux luron. » Finalement, Diego Moreira, quand on se renseigne un petit peu, on voit que c'est un joueur qui a une vraie qualité technique. Et l'inquiétude qu'on avait par rapport à Diego Moreira, c'est que ce soit un joueur égoïste et un gros kéké, sachant qu'on a déjà Ryan Cherki dans ce registre-là. Force est de constater que son entrée, elle est vachement bonne à Moreira. Il y a eu 13 minutes et moi, j'en voulais un petit peu plus. J'étais presque triste que le match se termine parce que j'en voulais un peu plus de Diego Moreira. Parce que je le trouve vraiment intéressant dans ses prises de balles. Il y a vraiment un petit côté Ryan Cherki dans sa capacité à percuter, mais il est rapide. Il est rapide. Et je pense que la grande différence
avec cet effectif-là, par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a des joueurs rapides. Et en fait, il n'y avait pas de joueurs rapides dans cet effectif. Lacazette, c'est pas un joueur rapide. Cherki, c'est pas un joueur rapide. Kadewere non plus, c'est pas un joueur rapide. Toko Ekambi, c'était le seul qui avait un peu de vitesse, mais c'était pas non plus une fusée. Même Barcola, dans l'absolu, c'était pas un joueur rapide, c'était un joueur explosif, mais c'était pas un joueur rapide. Et donc, ça ouvre des potentialités sur le jeu long. Et le jeu long, l'OL sait pas le faire. Donc voilà, moi je trouve ça assez intéressant dans l'absolu. Barcola rapide, t'abuses. Barcola il va vite, mais c'est pas une fusée. Barcola c'est un joueur explosif. Je vous dis pas qu'il est lent, hein. Attention. Mais comme Ryan Cherki c'est un joueur qui est explosif, qui est capable de démarrer rapidement. Mais c'est pas des sprinters, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette équipe elle a quand même besoin un peu de sprinters. Nuama c'est un sprinter, hein. Nuama, quand il accélère, oulala, ça cavale. Hein. Et Diego Moreira aussi. Quand il accélère, ça va très vite. Et je pense que ça, c'est des équilibres qui sont intéressants. On avait Malo Gusto qui était capable de faire ça. Malo Gusto, c'était un vrai sprinter aussi. Il savait déborder, il savait prendre de vitesse les adversaires. Et je pense que ça manquait un petit peu à cette équipe-là. Barcola est super rapide. Oui, il est rapide dans l'exécution. Il a la grosse stat d'accélération, mais pas forcément de vitesse de pointe. Je vous dis pas qu'il est lent, encore une fois. Je vous dis que c'est pas vraiment un joueur de sprint. Moreira est très rapide. Ouais, Moreira m'a l'air, en tout cas, m'a fait une impression de rapidité assez folle. Baldé est assez rapide aussi. Donc je pense que ça ouvre des possibilités là-dessus, dans les passes dans le dos de la défense et sur le jeu long. Donc je suis très curieux de ça. Et Moreira, effectivement, lâche son ballon. Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur que Diego Moreira, ce soit un joueur City Stade qui fait ish et qui donne pas son ballon. Et bah, force est de constater que Diego Moreira, avec Cherki, ça a l'air de bien s'entendre. Alors peut-être que ce sera l'entente des petits cons, là, comme on les aime. Mais je suis hypé. Voilà, je suis hypé. Par Diego Moreira et je suis curieux de voir la suite. Je suis très curieux de voir la suite. Ça fait une belle attaque. Ouais, ça fait une belle attaque. Donc voilà, je sors pas de ce match avec un optimisme absolument débordant, mais je me dis qu'il y a quand même des choses sur lesquelles Fabio Grosso peut travailler. Donc on va lui souhaiter qu'il y arrive. Là, Fabio Grosso, il a grosso modo... J'ai pas fait exprès, pardon. Il a grosso modo, lol. Fabio Grosso a donc une semaine pour travailler le match contre Brest, qui va un peu moins que ça, parce qu'il a 6 jours. Je crois que Brest, c'est samedi prochain. Je suis curieux de voir comment il va aborder cette rencontre-là, puisque Brest, attention, Brest, ça rigole pas. Brest, c'est fort en ce début de saison. C'est un vrai adversaire. C'est vendredi? Non, c'est samedi, Brest. C'est samedi à 21h, Brest. Copier-coller de RMC. C'est quoi le copier-coller de RMC? J'espère qu'on n'a pas donné 3 jours de repos. Non, je suis curieux. Je suis curieux de voir comment il va appliquer ses principes de jeu. Je suis assez hypé entre nous par l'arrivée de Fabio Grosso. J'ai envie que ça marche. J'ai très envie que ça marche parce qu'on a bien rigolé hein, dans notre malheur. On s'est bien marré, on a sorti le déguisement de clown, on a fait l'enterrement de l'OL. Mais je vais être tout à fait sincère avec vous, j'en ai un peu marre. J'ai envie qu'on gagne des matchs de foot, j'ai envie qu'on se hype un peu. Et qu'importe si on se hype dans le vide et qu'on gagne contre Brest pour se faire tarter la gueule par Lorient derrière, c'est pas grave, mais donnez-moi un petit peu des montagnes russes. Parce que là, honnêtement, les déguisements, il va falloir que j'aille à Toys R Us ou à la Foire Fouille pour en trouver de nouveaux. Et j'ai pas trop la foi. Donc heureusement que je suis hype, oui effectivement. T'as vraiment ressenti une diff ce soir? Ben oui, j'ai ressenti une diff. Les gars, si vous n'avez pas ressenti une diff entre les matchs de Montpellier, Nice et Paris et le match de ce soir, je sais pas ce qu'il vous faut. Ce soir, c'est un match qui est dominé par l'OL. C'est un match qui aurait dû être gagné par l'OL. Bah, le dernier match qui aurait dû être gagné par l'OL, c'est la saison précédente. Hein. Parce que Strasbourg, c'était pas ouf. Montpellier, c'est un tartage en règle. Nice, on n'a rien fait. Et Paris, on s'est pris une gigantesque pétée. Donc c'est déjà pas mal d'avoir un match où vous pouvez vous dire putain, il n'a pas fallu grand chose pour qu'on gagne le match. Voilà, c'était nul quand même. Oui, c'était nul. Oui, c'était pas bon. Oui, c'est pas encore suffisant, bien évidemment. Mais c'est moins nul. C'est moins nul. Non, c'est pas une purge comme les autres. Non, vous avez tort. C'est pas une purge comme les autres. C'est une moins grosse purge. Je vous dis pas que c'est pas une purge. Je vous dis juste que on est passé du néant absolu à pas ouf. Bah, y a une différence entre les deux, hein. Il y a une différence entre manger une tarte aux fraises périmées et manger une tarte à la merde. C'est différent. C'est pas bon, mais il y en a un qui est pire que l'autre. Voilà. Là, l'OL me donne pas envie de gerber pendant 2 heures dans mes chiottes après le débrief. C'est déjà pas mal. C'est une purginette, exactement. C'est une petite purge. Elle est toute petite, cette purge. Merci, Dr. Clutch, pour le Prime. On est un des 3 clubs restants en Europe à ne pas avoir encore mené dans un match. Ça va venir. J'ose espérer. J'ose espérer. Et vous savez quoi? Pour terminer un peu sur le débrief du match dans sa globalité, et après on va passer aux notes, pour comme ça vous pourrez ouvrir tous les dossiers que vous voulez. De toute façon,
il faut que ça marche avec Fabio Grosso. Et du coup, moi, j'ai du mal à concevoir un monde où ça marche pas. Et vous aurez tout le loisir de venir me dire ah bah regarde, t'étais hypé par Grosso, alors que Grosso, il est nul, voilà, les supporters lyonnais, vous êtes hypés pour rien, voilà, il est nul, il a juste une expérience en Série B, vous êtes des merdes, on vous connaît, de toute façon, c'est pas vous, pas tous, mais on les connaît. Mais si ça marche pas avec Grosso, c'est quoi la suite? Si ça marche pas avec Grosso, bah c'est la Ligue 2, les gars. Donc il faut que ça marche avec Grosso. Parce que si ça marche pas, c'est la catastrophada. Donc moi, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, j'ai décidé que à la guerre avec Fabio. Parce que si ça marche pas avec Fabio, bah je sais pas ce qu'on va faire en fait. Je sais pas comment on va innover. Je sais pas si j'arriverai encore à me marrer sur les débriefs, à me déguiser en clown, à mettre un nez rouge. Parce que ça va plus être très marrant au bout d'un moment. C'est marrant quand c'est Laurent Blanc et qu'il y a 4 matchs dans la saison. Mais si on arrive à la 17e, 18e, 19e journée et que l'OL est encore 16-17e, on va avoir du mal à faire les débriefs quand même. Ça sera vraiment un débrief de réunion de dépressifs anonymes. Donc, pour l'instant, je crois en Fabio Grosso, même si effectivement les références sont légères, effectivement c'est pas l'assurance tout risque, même si je continue de penser que vaut mieux un coach qui a réussi quelques trucs à l'échelon inférieur qu'un coach qui s'est planté dans les gros clubs qu'il a entraîné, n'est-ce pas Laurent Blanc et n'est-ce pas Gennaro Gattuso. Donc voilà, moi, mon point de vue, mon parti pris, c'est qu'on va faire dans l'optimisme jusqu'à ce qu'on soit obligé de se rendre à l'évidence et que ce club il est finito. Donc pour l'instant, j'ai décidé que ça y est, ça allait aller mieux, jusqu'à preuve du contraire. Donc on croise les doigts et on se retrouvera à Brest, écoutez. Et on se retrouvera samedi soir à 23h pour voir si je tiens toujours le même discours. Allez, on va passer aux notes. Est-ce que Paint est prêt? Oui, Paint est prêt. Oh là là, il est bien préparé ce débrief. Elle est bien préparée ce retour de vacances. Alors, les notes du match, on va dessiner le terrain. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note au terrain dans le chat. Et notre cher Salomé se chargera d'évaluer si le terrain est beau ou pas. Voilà, hop. Et ben, il est pas terrible ce terrain. Attendez, on va essayer de le faire rendre un peu moins dégueulasse. Voilà, il est un peu plus beau. Alors, Grosso joue comment? Alors, si vous voulez savoir comment joue Fabio Grosso, si vous voulez savoir un petit peu quel type de coach c'est, dans quelle formation il joue, quel est son style de jeu, je vous renvoie à la dernière vidéo qui a été publiée sur YouTube, qui est une vidéo de 19 minutes où on essaye d'analyser ça ensemble avec les ressources disponibles. Elle est disponible sur YouTube, c'est la dernière vidéo de la chaîne jusqu'à ce que le débrief soit publié. Donc, je vous invite à aller la regarder et à mettre des petits pouces et des commentaires dessus pour pousser la chaîne dans l'algorithme. Voilà, je vous ai mis le lien là. Normalement, ça doit être épinglé. Hop, il est pas mal ce terrain. Franchement, il est pas dégueulasse pour une fois. Que 3 sur 10, vous êtes pas sympa quand même. Vous êtes vraiment pas sympa. On est déjà à 3 points du premier non relégable. Mais c'est pas grave, on va remonter, aucun problème. Moi, il est magnifique ce terrain. Il est à peine de traviole. Alors, nous avions Anthony Lopez. Nous avions Clinton Mata. Nous avions Diomandé. Hop. Akwoku. Tolisso et Cacré. Tagliafico. Personne n'est rentré à la mi-temps. Merci à ceux qui follow la chaîne. Merci beaucoup. Merde, alors le point du i, il est parti de la dessinée en large là. Hop, on avait Cherki, Nuama et Lacazette. Alors, Lopez, aucun arrêt. Tu écris les noms à la souris. Oui, j'écris à la souris, je n'ai pas de tablette graphique. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais pas tout de suite. Lopez, en fait, il n'a pas eu d'arrêt à faire. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Le problème de Lopez, c'est le jeu au pied qui est pas bon. On le sait, c'est pas nouveau. Bon, c'est un 5 pour Lopez. Il y a eu 0 arrêt de la part d'Anthony Lopez. De toute façon, c'est normal, il n'y a pas eu de tir cadré. Il n'y a pas eu de tir cadré. Et à la relance, c'est toujours assez faiblard quand même, Anthony Lopez. C'est un vrai souci en réalité. C'est un vrai souci parce que c'est pas suffisant, Anthony Lopez, à la relance. Et on n'a pas un coach qui va arriver qui est de Zerbi, mais quand même, c'est toujours une vraie faiblesse. Ryu sur 10. Mata, moi j'ai trouvé Mata relativement rassurant en défense. Alors, c'est pas l'assurance touriste, mais c'est pas non plus son poste. Mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, ça reste une clean sheet pour Mata. Je sais pas, 5,5 5,5 pour Mata, 6 6, Mata a laissé dans l'axe. Je sais pas, on va voir. Ouais, on va mettre 6. On va mettre 6. 6, Koumbedi, toujours son jaune. Alors je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'il prend un jaune à chaque match, mais qu'il est jamais suspendu, Koumbedi. J'ai pas trouvé fabuleux Koumbedi dans l'absolu.
Mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. J'ai l'impression que c'est un match un peu transparent de la part de Koumbedi en vrai. Hein. C'est un match un peu moyennasse. Ouais, c'est 4, 5. Je sais pas, j'hésite entre 4 et 5. On va mettre 4,5, non? 4,5. Allez, 4,5 pour Koumbedi. Diomandé, je l'ai pas trouvé scandaleux. Il y a quand même toujours quelques petits trous d'air chez Diomandé. Qui sont pas toujours hyper rassurants, mais bon, il n'y a pas de grosses occasions concédées de la part de Diomandé. J'hésite entre, j'hésite sur 4,5 aussi, ouais. 4,5. Après, encore une fois, c'est un match où l'OL concède quasiment rien. Hein. Il y a 2-3 trous d'air, mais c'est tout. C'est quand même dur de mettre 4,5 à un défenseur qui fait une clean sheet, 1,5 m. Par contre, Tagliafico, euh, Tagliafico, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Le nombre de fois où ça partait dans son dos, il n'était pas mobile, il m'a paru fatigué, Tagliafico. Il m'a semblé vraiment, vraiment fatigué, Tagliafico. Et ça m'inquiète. Vraiment, c'est le premier match de Tagliafico où je le trouve inquiétant. Il y a eu des matchs où il n'était pas terrible, il y a eu des matchs où il était un peu fadasse, mais là, pour moi, c'est un match inquiétant de la part de Tagliafico. Je l'ai trouvé fatigué. Je pense que, voilà, effectivement, il rentre de sélection, il n'est pas très en forme, mais il était fatigué, là, Tagliafico. Donc le problème de Tagliafico, c'est que c'est lui ou Enrique. Donc derrière, je sais pas ce qu'on va en faire. Hein. Non, Laziri, il est pas encore prêt. Donc Tagliafico, faut qu'il se repose. Ouais, je pense que le retour de sélection a dû lui faire mal. Ça ira mieux sur Twitch. Non, on n'insulte pas les joueurs. Il vous a rien fait, Tagliafico. On dit pas Tagliafi merde, on dit pas arrêtez. Vous pouvez critiquer les joueurs, vous pouvez les pourrir, dire qu'ils sont nuls, mais on les insulte pas. Arrêtez d'être des enfants turbulents, s'il vous plaît. Koku, on va mettre un 6. Un 6 bien tassé. Pourquoi? Parce que c'est un bon match, récupère plein de ballons, impact physique intéressant. C'est un vrai match 6. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bon 6, un match de 6, de bon 6. Voilà, dans l'utilisation du ballon, c'est pas intéressant. Les passes, elles sont latérales, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande juste d'aérer le jeu pour les autres, et il l'a très bien fait. Voilà, donc une bonne journée au boulot pour Paula Coucou. On n'en attendait pas tant, et vous savez quoi? J'ai presque envie de mettre un 0,5 d'encouragement. Voilà, ça vaut pas 6,5, mais je me dis que voilà, j'en attendais rien, on lui a un peu chié dessus, alors c'est pas sur lui, on a chié sur le transfert plus que sur lui, et je trouve qu'il nous a bien surpris et bien fait fermer nos gueules, et rien que pour ça, 6,5. Voilà, c'est un 0,5 d'encouragement. Tolisso, alors deux choses sur Tolisso, déjà il est pas dégueulasse, aujourd'hui, il est bon dans les passes, mais, il peut plus jouer vers l'avant réellement. Et moi, je suis pas content parce que quand Tolisso il sort, il fait la gueule, il serre la main à personne, il va s'asseoir en tirant la tronche. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que Corentin Tolisso, c'est censé être un leader de vestiaire, c'est censé être un de ceux qui sonne la révolte, et c'est pas la bonne attitude. Voilà, c'est pas la bonne attitude. Il est mort physiquement, c'est toujours le même problème avec Tolisso, c'est qu'on sait qu'il peut pas tenir un match entier, quoi. Non, mon chat, t'es gentil, mais on ne dort pas sur le clavier. On n'a pas vu le même match. C'est pas la première fois. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a deux leaders, un champion du monde et une légende du club, et il y en a un qui tire la gueule et l'autre qui gueule sur tout le monde. Donc ça va pas le leadership. Donc c'est pas un mauvais match de Tolisso. Mais l'attitude est pas hyper bonne quand même. Non, c'est deux. Arrêtez un petit peu. Arrêtez. Non, c'est un match. C'est un match correct, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à ce qu'on demande de lui? Non. C'est moins mauvais que d'habitude, mais c'est un match neutre, quoi. Donc, je mettrais 5, moi. 4,5 ou 5. En tout cas, je pense pas qu'il apporte ce qu'il doit apporter à ce poste-là. Parce que vous voyez, le problème de ce dispositif-là, c'est que vous avez Akoku qui est là pour bétonner, pour ratisser cette zone-là, et pour Akoku, son seul rôle là-dedans, c'est de faire en sorte que ces deux-là puissent faire à peu près ce qu'ils veulent de l'autre côté. Et aujourd'hui, Tolisso, qui est censé être le joueur qui fait le lien entre là et là, il l'a pas fait le lien. Il est là, il fait son taf, mais c'est pas ouf. Alors c'est pas aussi pas ouf que Cacré. Mais c'est le seul, effectivement, qui arrive à renverser le jeu. C'est le seul qui arrive à orienter le jeu. Et il est bon dans la passe. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun autre milieu à Lyon qui est capable d'orienter, de faire le quarterback. Donc peut-être qu'il faut donner leur chance à l'autre. Peut-être que Skelly Alvero est capable de le faire, mais vu qu'on l'a jamais vu plus de 30 secondes, c'est compliqué. Peut-être que Maitland Niles est capable. D'ailleurs, Maitland Niles, faut en parler. Je suis pas sûr qu'il avait signé pour ça, lui. Je comprends toujours pas cette recrue, mais on en parlera après. Cacré, c'est pas un bon match de Cacré. Après, la deuxième période est meilleure quand même. La deuxième période de Cacré, méga surprise, c'est quand il bascule par là. C'est vachement mieux quand même, Cacré. Donc c'est un match où la première mi-temps elle vaut 2 et la deuxième mi-temps elle vaut 6 ou 7. Donc on va mettre 4. On va mettre 4 à Cacré.
Parce que, ouais, la deuxième, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Maintenant, Cacré, il faut qu'il soit plus régulier dans un match. Il faut qu'il soit plus régulier. Moins que Tolisso, c'est criminel. Oui, vous avez raison, 4,5. Voilà, 4,5. Cherki, Cherki, je suis partagé. Je suis partagé parce que c'est dans ses mains, ce genre de match. C'est dans les mains de Cherki. C'est lui qui doit, à un moment donné, peser sur cette rencontre. Et c'est lui qui doit créer l'étincelle. Et c'est lui qui doit créer le 1-0. Et du coup, je suis pas content. Je suis pas content du match de Cherki parce qu'on peut pas se satisfaire d'un match de Cherki qui termine comme ça, sans passe D et sans but. Donc c'est pas la moyenne. Non, 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 vous mettez 5,5. Vous êtes gentil. Vous êtes trop gentil avec Cherki. Cherki, il doit faire mieux, c'est l'homme providentiel de cette équipe, et vous savez que j'ai les yeux de l'amour pour Cherki. On peut pas se satisfaire d'un match où l'OL a autant de tirs, a autant le ballon, et a autant plus ou moins le dessus sur son adversaire, et où Cherki fait pas une passe D ou un but. Donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il est... non, je suis pas d'accord. Il a eu combien dans l'équipe Cherki? Tiens, je suis curieux de ça. Ça reste le meilleur joueur sur le terrain, Charlie, tu sais. Bien sûr. Mais c'est mon argument. C'est le meilleur joueur sur le terrain, Cherki. C'est celui qui a le plus la capacité de débloquer les situations. C'est le seul même, presque, qui est capable de débloquer. Et donc, on ne doit pas se satisfaire d'un match où il n'a pas débloqué, tout simplement. Et donc, je suis pas suffisamment content de la prestation de Cherki. Voilà. C'est Nuama. Maintenant, c'est Nuama. Il croque. Oui, mais il croque, mais c'est normal. C'est inhérent à son type de joueur. Vous pouvez pas demander à Cherki de pas croquer. C'est l'étincelle, donc forcément qu'il va croquer. Mais ce soir, c'est pas suffisant pour moi. C'est pas suffisant. Donc on va mettre 4,5. Nuama, Nuama, il manque un but en fait. Il y a eu des opportunités. Maintenant, Nuama, il apporte quelque chose à cette équipe quand même. Il est très fort, Nuama, mais il n'est pas encore décisif. Ça va venir. Je suis confiant sur Nuama. On sent le joueur supérieur, mais pour moi, c'est vraiment la problématique du ketchup sur Nuama. L'appel qu'il fait là. Quand il est ici, là, il est là, dans cette zone-là, et hop là, il reprend l'intérieur, et ensuite il frappe sur le gardien. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Ernest Nuama, mais ce quelque chose, il est encore un petit peu trop discret. Et c'est un vrai joueur de 1v1, et ça va nous faire beaucoup de bien. Donc on va mettre 5. C'est quand même un match où l'OL ne marque pas, hein, donc c'est un peu brut. C'est même pas brut, je pense que ça demande juste un petit peu de confiance, et un petit peu d'alchimie avec ses coéquipiers. Donc Nuama, c'est 4, c'est trop 4, je suis pas d'accord. Lacazette, Lacazette, il n'y a pas grand-chose à garder dans ce match. Il n'y a vraiment pas grand-chose à garder dans ce match. Même dans le jeu, il n'y a pas grand-chose à garder dans le match de Lacazette. Vous êtes très généreux avec Lacazette. Je vois vous mettre 4,5. Non, non, non. Lacazette, pour moi, c'est pas loin d'être le plus mauvais offensif ce soir. Et il n'est pas aidé, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui vont... Mais on attend de lui qu'il décroche. On attend de lui qu'il vienne aider Cherki. Et aujourd'hui, il n'a vraiment pas réussi grand-chose, Lacazette. Oui, il y a toujours la conservation sur les longs ballons. Oui, il y a toujours le jeu de corps qui fait partie des meilleurs en Ligue 1. Mais, factuellement, il n'y a quand même pas grand-chose ce soir. Il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, on note de façon pas objective, parce qu'on ne peut pas noter de façon objective. Lacazette, on en attend énormément. Et donc, c'est normal que Lacazette, il soit noté un peu plus durement que la manière dont on va noter un Akoku, par exemple. C'est normal, c'est comme ça. On note plus difficilement les joueurs qui sont censés porter l'équipe que ceux dont on n'attend pas grand-chose. Donc ouais, c'est pas un match bon pour Lacazette. On va mettre 3. Et ensuite, on va noter Vuillet, parce qu'on n'a pas noté, je crois. Vuillet, alors il y a quand même à mettre à son crédit la titularisation d'Akoku, où franchement on n'avait pas mis beaucoup de pépettes sur le fait que Akoku sorte un vrai bon match comme ça. C'est solide défensivement, maintenant c'est un peu tardif pour les changements, et bon, ça reste un match nul contre le Havre, donc ouais, 4 pour Vuillet. 6, vous êtes vachement généreux les gars, hein. Vous êtes vachement généreux. Voilà, on a tout dit. Non, quand même un petit mot sur El Harouche. Et j'en ai un peu marre de me répéter, j'en ai un peu marre. J'ai l'impression de me répéter H24 sur El Harouche. Mais je comprends pas. Ça fait partie des choses que je comprends pas sur El Harouche. Il y a la place pour El Harouche. Il y a la place pour que Mohamed El Harouche joue un petit peu. Encore une fois, on ne demande pas à ce qu'il soit titulaire, mais vous pouvez pas me dire que dans ce milieu-là, entre Tolisso et Cacré, la prestation qu'on voit ce soir, il n'y a pas la place pour 20 minutes de Mohamed El Harouche. Qu'est-ce que ça coûte? De toute façon, c'est solide derrière. L'OL a besoin d'un mec comme El Harouche. Je vous dis pas que c'est El Harouche, juste d'un mec comme ça, qui va tenter des choses, qui va rater des choses, mais qui va créer l'étincelle. Aujourd'hui, ni Tolisso ni Cacré sont capables de dynamiter un bloc bas. El Harouche, peut-être. Aujourd'hui, on peut pas le dire si c'est possible ou pas. Et El Harouche, encore une fois, il a 19 ans, c'est pas un bébé. C'est l'heure, là.
C'est l'heure de El Harouche, c'est l'heure de commencer à le mettre dans la rotation, de le faire rentrer et de lui donner des minutes. Sinon El Harouche cet hiver il va dire bah moi je veux me casser. Et on va se bouffer les couilles après parce que El Harouche c'est un vrai putain de talent. Donc aujourd'hui je n'ai pas l'explication, je comprends pas pourquoi El Harouche ne joue pas un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vous demande pas une titularisation. Je vous demande 20 minutes. 20 minutes de El Harouche pour voir. Et ça m'agace. Donc encore une fois, j'espère que Fabio Grosso va ouvrir les yeux et va se dire « Ah, lui, c'est intéressant, il faut que je vois ce que ça donne sur un terrain. » Parce que là, pour l'instant, c'est extrêmement frustrant de voir une équipe qui a autant de mal à créer l'étincelle au milieu de terrain pendant que Mohamed El Harouche est sur le banc. Et ça me rend malade. Malade, vraiment. Fallait prêter le Penon, on a beaucoup trop de milieux. C'est un vrai enjeu et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de milieux moyens. C'est un problème de quantité, mais aussi de qualité. C'est-à-dire que vous avez aucun joueur dans cette équipe qui est un titulaire indiscutable au milieu. Cacré, aujourd'hui, il stagne trop pour être un vrai gros leader de cet effectif. Tolisso, c'est pas le leader qu'on attendait. Maitland-Niles, point d'interrogation. Akoku, on sait que c'est limité. Skili Alvero, c'est jeune. Le Penant, c'est jeune et au fond du trou. Et El Harouche, c'est très jeune. Donc le problème, c'est encore pire que le problème de quantité. C'est un problème qu'aujourd'hui, il n'y a que des milieux qui sont relativement moyens à l'OL. Il n'y a pas de cador. Donc oui, je pense que l'enjeu du mercato d'hiver, c'est de réussir à dégraisser, à prêter, pour éventuellement trouver un profil de milieu qui soit un vrai patron du milieu. Et on n'aura pas les sous, et il y aura d'autres priorités, parce qu'aujourd'hui, il faut un défenseur central, aujourd'hui, il faut peut-être encore un ailier. Pardon. Mais je pense que vraiment, la clé de cet Olympique Lyonnais, c'est de réussir à faire en sorte que soit les quelques milieux qu'on a, il y en ait un ou deux qui surnagent, c'est réussir à mettre la tête à l'endroit à Tolisso, à Cacré, ou faire émerger un jeune, comme Le Penant avait pu le faire en début de saison précédente, avant de flancher. Ou alors, au mercato d'hiver, il faut prêter des mecs, il faut en vendre d'autres et renouveler et aller chercher, je sais pas, un milieu un peu plus expérimenté, un peu plus costaud, un peu plus fiable que des mecs qui ont souvent la tête à l'envers. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, effectivement, parce que cet effectif, il est bloqué au milieu de terrain, parce que vous avez Alvero qui vient d'arriver et qu'il faut pas jeter à la poubelle, hein, bien évidemment. Vous avez Le Penant qui est jeune et dont on sait pas trop quoi faire, s'il faut le prêter, s'il faut le mettre dans la rotation, on sait pas trop. Vous avez Maitland-Niles dont le recrutement est une énigme absolue. Honnêtement, je n'ai aucune explication à qu'est-ce que fout Maitland-Niles à l'Olympique Lyonnais. Parce que vous pouvez pas me dire qu'un mec comme Maitland-Niles, qui a joué à Arsenal, qui a joué à Southampton, est venu à l'OL pour être remplaçant et même pas rentrer en jeu. Donc Maitland-Niles, il y a un problème quand même. Il est venu, il doit avoir un gros salaire, il doit toucher 150 ou 200 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'il faut à l'Olympique Lyonnais? Quelle est la logique de ce recrutement? Qu'est-ce qu'a voulu faire John Textor en mettant Maitland-Niles? Qu'est-ce qu'il a? Il a eu un crush dessus, il jouait avec à Football Manager, il s'est dit « Oh bah attends, dans ma partie avec Strasbourg, Maitland-Niles est super fort, donc je le ramène dans mon club. » Je n'ai pas l'explication de qu'est-ce que fout Maitland-Niles à l'Olympique Lyonnais. Et je vous dis pas que c'est un mauvais joueur, je vous dis juste que c'est un joueur mid. Et des joueurs mid à l'Olympique Lyonnais, des joueurs moyens, des joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables, il y en a déjà plein. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir pris Maitland-Niles? Point d'interrogation, et ben j'en sais rien. Et je pense que lui, il n'est pas content de la situation non plus, parce que je suis pas certain que c'est ce qu'on lui avait vendu. Donc voilà. C'est comme sur FM, on prend des Anglais en fin de contrat, on les revend une saison plus tard 10 millions. Mais voilà, donc là, je n'ai pas d'explication sur ça. Et je pense que le vrai problème, c'est ça, c'est que vous avez une quantité de milieux qui est énorme, et encore, il y en a qui sont partis, puisqu'on a perdu Jeffrey Adelaide entre-temps, miracle, hein, petite magouille sortie de derrière les fagots. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milieux, quoi? Demande à Blanc aussi. C'est pas nouvelle, je pense pas que c'est Blanc qui a demandé Maitland-Niles, hein. Il l'avait dit d'ailleurs qu'il l'avait pas forcément demandé. Jeffinho devient quoi? Aucune idée. Jeffinho, c'est différent, il répond quand même à un besoin de l'OL à ce moment-là. Alors que Maitland-Niles, il répond à aucun besoin de l'OL. 2 secondes, je reviens. Voilà. Akoku, quel roi, il a refusé de rentrer chez lui à Séville. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Akoku, il vient de devenir père, il a dit non, je préfère jouer au foot. Donc voilà. Maitland-Niles, c'est seulement on avait besoin d'un expérience, c'était façon droit. En vrai, Maitland-Niles, il peut servir à partir du moment où si on positionne Clinton Mata dans l'axe, à ce moment-là, Maitland-Niles arrière droit, ça peut le faire. Mais est-ce que Maitland-Niles, c'est pas plutôt un piston qu'un arrière droit, plutôt dans une défense à 3? Je sais pas. Donc peut-être que Grosso va le mettre là-bas, mais je suis pas sûr, parce que quand on a fait un peu l'analyse tactique de Grosso, on a vu que quand il jouait à Frosinone, il avait tendance à mettre un latéral droit qui était plutôt à caractère défensif, pour, en phase offensive, passer à 3 DC. Et je pense que Clinton Mata a le profil idéal pour le 4-3-3 de Fabio Grosso, pour ce troisième défenseur central qui en fait est placé latéral. Il n'est pas venu jouer, ben, je sais pas, je n'ai aucune explication sur qu'est-ce que fout Ainsley Maitland-Niles à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi Douye Kaletatsar était absent? Il a fait un test physique avant la rencontre qui n'était pas concluant.
Voilà, je sais pas si ça monte la main. Refuser l'accouchement de sa femme. Je sais pas, ça je juge pas, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas de mots, mais j'en veux pas. Donc, 11 idéal avec le jeu de Grosso, ça donnerait quoi selon toi? En fait, c'est difficile à dire parce que Grosso, la saison dernière à Frosinone, il a joué en 4-3-3 en fin de saison. Et avant ça, c'était un 4-2-3-1. Donc en fait, il peut jouer de plein de façons différentes. J'ai tendance à penser qu'il va vouloir mettre Cherki au cœur du jeu, mais j'en suis pas sûr, honnêtement. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Le seul truc tactique qu'on a vu chez Grosso, c'est ce fameux latéral droit qui basculait dans l'axe sur les phases offensives. Donc j'ai tendance à penser qu'il va plutôt mettre Mata à arrière droit que Koumbedi pour ensuite voir ce qu'il met en défense centrale. Mais après, il peut tout chambouler, on sait pas. Hein. On sait pas. Lovren y revient bientôt, aucune idée. Quand même pas a pas gagné le foot, mais on l'a pas perdu. Effectivement, c'est le résumé de... C'est quoi le meilleur 11 avec le groupe actuel? Bon, bah Lopez dans les buts. C'est quand même Lovren, Diomandé. Je pense que Diomandé est plus rassurant que Caleta Tsar. À gauche, à part défaut, c'est Tagliafico. À droite, c'est Mata. Et ensuite, moi, je pense que c'est un 4-2-3-1 avec quand même Cacré. Et à Koku, en vrai, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres profils de milieu qui permet à une solidité défensive. Et après, bah, c'est la ligne de 4. C'est Cherki, c'est Lacazette, c'est Nuama. Et à gauche, bah, j'imagine que c'est Baldé. Ou Diego Moreira, à voir. Quand penses-tu que l'OL gagnera en 2023? J'espère. Ça pue de Jeffinho, t'as vu sa story? Non, je l'ai pas vu. On va terminer ce débrief par le Jorginho, si ça veut bien fonctionner. Oui, ça veut bien fonctionner. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le chat, s'il vous plaît. Alors, attendez, je désépingle le message de Socrate pour vous dire d'arrêter d'insulter les gens. Voilà, vous avez le Jorginho dans le chat. Sur YouTube, vous l'avez sur la description. On n'oublie pas les pouces sur YouTube, je vous rappelle. Et on va se mater ça tout de suite. Je vous rappelle le principe, même si normalement vous devez être au courant. Vous avez 5 joueurs à noter de -5 à +5. Vous notez les joueurs qui ont le plus impacté la rencontre positivement ou négativement. Vous avez le même poids de vote où que vous soyez. Vous voyez, là, vous avez le nombre de votes ici. On a 129 votes. Normalement, vous avez déjà tous voté. On doit être monté un peu plus haut. Eh ben non, même pas. On peut insulter du coup. Non, on peut pas insulter. Soyez des enfants responsables, s'il vous plaît. Soyez pas toxiques. Bon, Lacazette, on va lui mettre un -3 parce que ça n'a pas été bon. Tagliafico, moi je l'ai trouvé en dessous, je vais lui mettre -3 aussi. Dans les positifs, on va mettre Akoku, que j'ai trouvé bon, on va le mettre +3. On va mettre Mata, que j'ai trouvé bien, on va mettre +2. Et ensuite, on va mettre la prime à l'entrant, on va mettre Diego Moreira, parce que j'ai beaucoup quand même aimé la rentrée de Diego Moreira. Et c'est très encourageant, on va mettre +2, on va pas mettre +3 non plus. On peut insulter la F1 TV pour le ban d'Hydro. Oui, on peut, oui, ça vous pouvez. La story de Jeffinho, on pleure. Je vais aller regarder après. Jeffinho a dit dans sa story: j'ai compris que je reçois des messages que quand je marque des buts. Il va pas bien, Jeffinho, en vrai. Hein. Non, mais je rigole pas. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des messages qui. Il me fait un peu de la peine quand même, Jeffinho. Donc, vous savez quoi? Envoyez des messages à Jeffinho sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter. Envoyez-lui des messages avec des cœurs. Dites-lui qu'il est fort. Dites-lui que vous le soutenez. Je suis très premier degré là. Je suis très premier degré, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le négatif, on a souvent tendance à critiquer, mais si Jeffinho il se sent pas bien et qu'il a besoin d'amour, bah envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui des cœurs, envoyez-lui des emojis avec des biceps, et faites en sorte qu'il se sente bien, et qu'il se sente accepté à Lyon, et qu'il sente une certaine forme de ferveur, parce que je pense qu'il en a besoin. C'est un jeune joueur, il a quitté le Brésil, il doit pas être au top à Lyon, il doit pas avoir sa famille, et peut-être qu'il a besoin de ça. Donc bombardez-lui de messages, envoyez-lui plein de messages sur Instagram et sur Twitter, pour qu'il se sente en forme. Voilà. Envoyez le hâte ici. Tu es pro, mon vieux, c'est quoi ce mental? Et c'est pas facile, c'est des jeunes joueurs, ils ont 23 ans, ils connaissent pas le continent, c'est pas si simple que ça, hein. Donc envoyez-lui des bisous à Jeffinho. C'est quoi son hâte sur Twitter? Je sais plus. Vous pouvez le poster normalement, le hâte. Jefferson Santos, Anony 022, c'est ça? Ok, on a eu des images de Grosso en tribune, oui, on l'a vu. On a vu Grosso en tribune, il était comme ça. Voilà, donc je sais pas si c'est... faut lui écrire en anglais. Oui, n'importe, on s'en fout. Écrivez-lui dans toutes les langues que vous voulez. De toute façon, on vous lit des cœurs et des biceps. C'est déjà pas mal. Oui, c'est aussi des êtres humains, mais surtout que Jeffinho, il a rien fait pour qu'on l'aime pas. Donc, tant qu'un joueur, il a rien fait pour qu'on l'aime pas, autant l'aimer. Donc, poussons-le, Jeffinho. Voilà. Mais moi, je vais lui envoyer des cœurs. Envoyez-lui plein de cœurs. Voilà. Moi, je vais lui envoyer des photos de mon chat.
Le mec dans son canapé qui fait la leçon à un gamin qui a changé de continent. Non mais on peut être dur avec des joueurs qui se foutent de la gueule du monde. Moi j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, on les menace pas, on les insulte pas, mais la pression, ça fait partie du football professionnel de haut niveau. Donc quand Toko fait ouin parce qu'il a été critiqué au stade, quand Dubois dit qu'on le harcèle parce qu'on le critique, j'ai pas trop de pitié pour eux. Mais un jeune joueur qui débarque à l'OL, en plus avec un gros transfert, donc on attend des choses de lui et qui se sent pas très bien, qui a pas l'air très heureux, le meilleur moyen de l'enfoncer, c'est de continuer à le critiquer, alors qu'en plus il n'est pas titulaire, donc il pèse pas sur l'équipe, donc on va lui du soutien, c'est mieux. On t'aime en portugais, nos te amamos, bah parfait, on lui enverra ça. Voilà, on a bouclé ce débrief. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que vous voulez aborder par rapport, je sais pas, le prochain match, n'importe quoi. Le seul Brésilien d'effectif, il doit dû se sentir seul, exactement. Devrier revenir en position grosso, c'est écrit. J'ai rien compris. Le prochain débrief, ce sera samedi à 23h. Le prochain live, ce sera probablement demain soir pour un live nocturne tranquillou où on va faire le débrief Ligue 1 un petit peu à l'arrache parce que j'ai pas pu voir tous les matchs ce week-end. Ensuite, il y aura un live nocturne jeudi et le débrief, ça ce sera samedi à 23h. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à 9 points du premier, s'il te plaît? On s'en fout, on joue pas le titre. Il y aura un live débrief Vuelta. Non, il n'y aura pas de live débrief Vuelta, parce que je n'ai pas beaucoup regardé la Vuelta. Mais vous le savez, je l'ai déjà annoncé, il y aura un live dans un mois, le 10 octobre, avec Christian Prudhomme pour parler du Tour de France, de comment on construit un Tour de France, et les enjeux de la construction d'un Tour de France en 2023. Donc, par exemple, le changement climatique, j'en sais rien, le Tour de France femmes, toutes les questions, on sera en direct avec lui. Ce sera en live, ce ne sera pas enregistré. Et ce sera le 10 octobre à 15h. Et avant ça, il y aura le Tour de Lombardie, et je serai en Lombardie. Pas de rugby, non, une note pour le KCX. KCX, c'était super. Si vous voulez, on en parle demain pour le live nocturne, parce que là, c'est le débrief, donc je vais couper et je vais mettre tout ça sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo, vous êtes des chefs, je vous applaudis. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces pour ceux qui sont là sur Twitch. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes nombreux à pas vous être abonné à la chaîne. Je crois que vous êtes 70% à pas être abonné à la chaîne, à regarder les débriefs. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est bon pour la chaîne, ça la pousse. Voilà. Que faire en cas de pénurie de crampté sur le tour? Alors là, catastrophe. C'est quand la date d'annonce du parcours? Ce sera en fin de mois d'octobre. J'ai pas la date, mais généralement c'est autour du 23, 24, 25, donc ça devrait être dans ces eaux-là, même si on sait à peu près comment il sera dessiné le parcours. Incroyable le KCX, c'était la première fois que je faisais un event e-sport, j'avais jamais fait d'event e-sport, et c'était super bien. Et je pense que tous les gens qui sont un petit peu aigris, un petit peu boomers sur leur conception de l'e-sport, ça leur ferait pas de mal d'aller voir un event comme ça pour s'imprégner de ce qui s'y passe et comprendre qu'ils auront beau pas comprendre l'effervescence, pas comprendre comment on peut être aussi chaud pour encourager des gens qui jouent sur leur ordinateur, au moins ils pourront pas nier que c'est réel et que cet engouement-là, il n'y en a pas dans tous les sports en France. Donc moi, je pense que ça leur ferait vraiment, vraiment pas de mal et que cette posture de gneugneux, les adolescents qui puent et qui prennent pas de douche, qui jouent aux jeux vidéo, c'est pour moi la marque ultime du gros boomer qui a rien compris à son époque. Voilà, ce sera tout. C'était où le KCX? C'était à la U Arena et c'était super. Voilà. Et je remercie tous les gens que j'ai croisés qui ont été absolument adorables. Et d'ailleurs, coucou Clément, je t'ai pas oublié. Ça a réconcilié mon père, Vionnaire des Grilles. Moi, j'étais avec un pote, c'était pas Ronan Planchon, que l'on salue d'ailleurs. J'étais un pote qui bitait rien à l'e-sport et qui m'a dit « Waouh, c'est incroyable ». Et il a tweeté d'ailleurs, il a dit qu'on peut pas nier le fait que c'est un truc de dingue. Et moi qui connais pas très bien l'e-sport, j'ai rien contre, mais je connais mal, c'est une claque dans la gueule quand même. C'est la KCX, c'est une claque dans la gueule en termes de folie, d'ambiance et de ferveur. C'est ouf. Donc voilà, je suis très content d'y être allé, je suis très content d'avoir passé ce moment-là là-bas, et j'y retournerai avec grand plaisir. Voilà, on se quitte là-dessus, je vous envoie en raid, je sais pas chez qui, mais je vous envoie en raid. Le replay sera disponible incessamment sous peu sur les réseaux, sur YouTube, sur le Discord, il sera posté également, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous voulez aller chez Zach? Bon oui, écoutez, vous allez aller chez Zach, on va faire comme d'habitude. C'est bien, on s'enchaîne bien avec Zach là. C'est un bon enchaînement, c'est-à-dire que lui, le temps qu'il rentre du stade, moi j'ai fini mon débrief, vous pouvez faire un deuxième débrief chez Zach. D'ailleurs, je l'ai vu hier, Zach. Il fait un bisou hier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain soir, si vous êtes là pour blablater autour de la Ligue 1 et autour de plein d'autres choses. Et puis si vous voulez, on parlera un peu plus longtemps de la KCX. Et sinon, ce sera jeudi soir. Il y aura peut-être une surprise jeudi soir. Peut-être une surprise pour ceux qui aiment le vélo. Mais c'est pas encore verrouillé. Mais il y a peut-être un invité jeudi qui va venir taper l'incruste. Mais c'est vraiment pas sûr, donc je vous donne pas le nom. Mais pour ceux qui aiment le vélo, le live de jeudi, il peut y avoir une belle surprise. Voilà. Mais j'ai pas encore la confirmation. Donc je vends pas la peau de l'ours. Mais il est possible que ce soit un coureur qui ait fait la Vuelta et qui ne soit pas passé inaperçu. Voilà, mais on verra plus tard. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous, prenez soin de vous, soyez polis, soyez gentils, insultez pas les gens et envoyez de l'amour à Jeffinho. Ciao, bisous.